Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette huitième table ronde du Finistère 4. Cette table ronde sera consacrée donc au thème de la science-fiction et l'écologie. Alors, nous recevrons Richard Descartes, Paul Finte et Camille Rago, et je vais vous laisser vous présenter rapidement chacun. Bonjour, donc Richard Descartes, j'écris essentiellement de la science-fiction, en ce moment surtout un cycle de space opéra où il est question d'arbres entre autres. D'accord. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Paul Finte, je suis professeur de physique-chimie et donc mes écrits de science-fiction sont pas mal influencés par ce que j'enseigne en lycée. Et donc il est question de dystopie et le rapport à l'écologie est assez présent dans mon roman, donc d'où ma présence ici. C'est logique. Bonjour, donc moi je suis Camille Rago, je suis éditrice. J'ai fondé les éditions Oniri en 2019 à Guingamp. Et c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans le steampunk. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mélange entre roman historique et science-fiction. Un peu la rencontre entre Jules Verne et Zola, pour faire un gros raccourci. Et donc voilà, je publie des anthologies de nouvelles, notamment le tout premier livre publié chez Oniri, donc qui avait pour thématique écologie et folie technologique, d'où aussi ma présence, je pense, à cette table ronde. Ça semble À logique. côté de ça, je fais aussi du polar d'imaginaire et de ce que j'appelle de la steam fantasy. Donc fantasy, qui dit système de magie, mais avec un décorum steampunk ou une inspiration 19e siècle. D'accord, merci. Donc a priori, avec ces histoires de conquête spatiale dignes des fantasmes d'un certain melon musqué, ces mondes industriels oxydés où l'anthracite le dispute aux polymères de toutes sortes, sa virtualité soutenue par une toile de câble pompant une énergie rarement propre, le genre de la science-fiction ne véhicule pas une image foncièrement écologique, et pourtant, et pourtant, comme nous l'a appris le 10 octobre dernier l'émission La Science CQFD sur France Culture, dès 1920, la microbiologiste autrichienne Annie Francet-Harrar publiait Les âmes de feu, un roman anticipant la destruction de l'environnement par l'humain. Dans cette même émission, on a pu entendre les termes écofiction et cli-fi pour climate fiction, terme qui sera repris récemment dans une des émissions principales de France Inter, Zoom Zoom Zen, où on nous parlera cette fois de Dune, magistral roman de Frank Herbert, mais aussi de films à gros budget provenant des États-Unis, tels que Don't Look Up, Armageddon, Le jour d'après ou La route. Il y aurait donc une fibre écologique dans le câblage interne de la SF, c'est ce que nous allons voir. Richard et Paul, en tant qu'auteurs de science-fiction, quelle est votre approche vis-à-vis du thème de l'écologie? Si vous avez choisi de participer à cette table ronde, j'imagine que ce thème est important pour vous, comme vous l'avez signalé. Euh, Pourriez-vous nous expliquer comment vous intégrez ce thème à vos histoires? Est-ce qu'il est au premier plan? Est-ce qu'il s'agit d'un enjeu parmi d'autres? Je parle bien de la thématique, hein, du fond. Donc moi en ce qui me concerne, mon roman c'est un roman d'anticipation, en tout cas pour le premier tome. Et du coup, l'anticipation, c'est l'idée d'essayer de réfléchir à comment ça va être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire plus. Bon, moi, en l'occurrence, c'est dans un avenir proche. Et du coup, la question de à quoi ressemblera l'écologie, le climat dans un avenir proche, elle est assez incontournable parce que c'est un sujet d'actualité et il y a pas mal d'éléments assez inquiétants quand même dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quand on fait de l'anticipation, on essaye de réfléchir à comment ça va se passer. Et donc, la question du climat, de l'écologie, elle est assez incontournable. Donc moi, c'est pas le premier plan, c'est-à-dire qu'il y a quand même une histoire, il va se passer des choses avec des protagonistes, etc. Mais en fait, la question de l'écologie est une trame de fond, Non, je vois. d'accord? C'est en arrière-plan et c'est comme un fil conducteur tout du long. Il va y avoir cette question de l'écologie et notamment de l'évolution du climat en fait, mais c'est pas le premier plan du livre. Je considère que, et en fait, c'est comme l'écologie, on en fait un sujet par exemple en politique, etc. Alors qu'en fait, l'écologie, ça devrait être une trame de fond un peu partout dans tout ce qu'on envisage quand on parle des transports, quand on parle de l'éducation, quand on parle de plein de choses. Ça devrait pas être un sujet à part.
Et moi, je prends comme ça en fait le thème de l'écologie. C'est quelque chose qui est assez incontournable, mais qu'on ne doit pas évoquer juste pour dire voilà, mon roman il parle de l'écologie. C'est pas vrai. Il faut en parler, je pense, mais en gardant ça en trame de fond. Voilà. Merci. Richard. Oui, alors moi, dans mes romans, en fait, en tout cas dans le cycle de Space Opera, où il y est question entre autres d'arbres, en fait, c'est plus effectivement une trame de fond, c'est une interrogation en fait de la place de l'humain dans la nature, voire de son rapport en fait à la nature. Donc moi j'ai créé une histoire en fait qui intègre la nécessité de faire appel à des arbres pour voyager à travers les étoiles. Et donc voilà, c'est tout ce rapport-là qui, en fin de compte, quelque part, est la trame principale qui peut se rapporter à ce qu'on nomme l'écologie, en fait. Et par nécessité d'utiliser des arbres, soyons clairs, hein, vous ne parlez pas du fait de découper des arbres en Oui, morceaux voilà, pour les brûler, pour faire du charbon, pour... c'est vraiment d'utiliser. En fait, c'est le voyage tel qu'il est décrit dans l'histoire, c'est qu'on peut voyager dans des tunnels hyperspatiaux, mais si l'être humain n'est pas protégé, en fait, il devient complètement fou. Et on a trouvé des arbres un peu spécifiques, avec des fruits un peu spécifiques. Et ils font ce qu'ils appellent en fait des accolements, c'est-à-dire qu'un esprit humain est accolé à un lair qui est à l'intérieur du fruit de l'arbre. Et c'est ça, en fait, c'est cet accolement qui les protège en fait pendant le voyage. Donc Il y a un petit côté il y a un mythologique lien, aussi. il y a un lien très intime, on va dire, entre les arbres, les lards et les humains en fait. D'accord. Et toute l'histoire va tourner un petit peu autour de ça et de découvrir l'importance De l'arbre. de l'arbre, entre autres. D'accord. Merci. Camille, en tant qu'éditrice, diriez-vous que l'écologie est un critère important lors du choix d'un manuscrit et si oui, donc quels aspects du traitement de l'écologie retiennent votre attention? Êtes-vous plutôt roman à thèse ou privilégiez-vous une approche plus, disons, plus nuancée? Alors, il y a d'abord sur le choix des textes. Donc, la ligne éditoriale de la maison, c'est le steampunk. Et le steampunk, c'est un genre qui est engagé, et notamment sur les questions écologiques, puisque on se replace quand même à l'ère industrielle, donc vraiment à la première révolution du charbon et de la vapeur. Mais c'est écrit par des auteurs d'aujourd'hui, donc qui posent quand même un regard critique sur les débuts de l'industrialisation de notre société ultra-capitaliste, et ils ont du recul en fait sur cette histoire. Donc ils vont pas l'aborder de la même façon que... on me demande toujours si Jules Verne c'est du steampunk. Non, hein, non. Ce n'est pas du steampunk, puisque lui il anticipait le progrès technique. Là, les auteurs ils se replongent vraiment dans l'histoire, dans le passé, et on interroge justement cette question du progrès. À l'époque, c'était vraiment le progrès à tout prix. Le progrès, c'est forcément quelque chose de positif. Là, avec les histoires de steampunk, on va plutôt s'interroger, dire le progrès, est-ce que c'est vraiment l'industrie, tout industrialisé, tout mécanisé, voilà. Donc alors c'est pas, on va pas forcément parler d'écologie. Les personnages vont pas parler d'écologie, mais c'est en tant que lecteur, on va poser quand même un regard contemporain sur les textes, et donc forcément ces questions d'écologie, elles sont très présentes. Bon. Dans écologie et folie technologique, clairement c'est la thématique, donc voilà. Mais on le retrouve dans pas mal de... après c'est une thématique qui est importante pour moi personnellement, comme le disait Paul, c'est l'écologie, c'est partout aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui inonde tous les aspects de notre vie. Donc oui, pour moi c'est important. Donc dans le choix de mes textes, forcément, je vais être sensible au traitement de la thématique, sans que ce soit forcément explicite, parce que je te rejoins là-dessus. Il ne faut pas que ce soit... je ne cherche pas des textes, par exemple, où le personnage va être militant ou activiste écologique. Il y a des personnages comme ça, mais c'est un arrière-plan, c'est un contexte en fait. Par exemple, dans le 7e continent,
c'est de l'anticipation. Le personnage, il en a rien à faire de l'écologie, c'est vraiment pas du tout sa préoccupation, mais il s'avère qu'il croise la route d'activistes vraiment assez virulents, et enfin voilà. Et donc forcément, ça pose ces questions-là. Le titre, en plus, c'est le 7e continent, donc on évoque quand même le continent de plastique, même si ce titre ne fait pas référence qu'au continent de plastique. Mais je ne vais pas vous spoiler le Non, livre. surtout pas. Achetez le livre, achetez. Enfin voilà, c'est pour moi l'engagement que ce soit sur l'écologie d'ailleurs ou sur une autre thématique, hein, mais l'engagement de l'auteur vis-à-vis de certaines valeurs actuelles, ça doit pas se faire au détriment de l'histoire. On doit quand même avoir des choses à raconter, et c'est aussi au lecteur de se faire sa propre réflexion sur ce que l'auteur lui raconte. Après, dans Écologie et folie technologique, par exemple, il y a Emmanuel Chastelière qui prend comme point de départ de sa nouvelle le massacre des baleines aux îles Féroé, donc qui est pratiqué encore aujourd'hui, hein, et c'est quelque chose qui l'a vraiment choqué. Donc il en fait le point de départ de sa nouvelle, mais ça ne parle pas que de... Enfin voilà, il n'est pas là en train de dire « Ah, faut pas faire ça, c'est pas bien hein. ». Non, son personnage, il est là-dedans, et encore une fois, c'est un point de départ, quoi. Voilà. Après, Il montre. voilà, il le montre. C'est une manière un peu de le dénoncer aussi, mais ça, après, chacun l'interprète comme il veut. Voilà, donc ça, c'est vraiment le côté, on va dire, littérature. Après, dans une maison d'édition, on se pose forcément aussi la question de l'écologie dans la fabrication du livre. Alors ça, on le verra peut-être plus tard. Okay, ça marche. Il y a une question prévue pour ça. ça. Vous ne saurez pas ce que j'en ai. Si, vous le saurez. Bien. Donc, on va revenir à nos auteurs, Richard et Paul. Après avoir parlé donc du fond, j'aimerais vous faire parler un peu de la forme, si possible. Donc, quel procédé d'écriture utilisez-vous pour sensibiliser vos lecteurs et lectrices donc, aux problématiques de l'écologie? Je pense notamment à l'utilisation, par exemple, de descriptions, de points de vue contrastés, etc. Donc, Camille vient de nous parler justement du fait de montrer les choses plutôt que d'essayer d'orienter la pensée du lecteur, sans vouloir trop vous faire intrusion dans votre arrière-cuisine d'écrivain. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos stratégies d'écriture dans ce domaine? Alors, stratégie d'écriture, oui, c'est un grand mot là. Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, je vais vraiment prendre exemple que sur mon Space Opera, qui a déjà 4 tomes et qui en aura 5. Ma stratégie, c'était vraiment de créer une société où, en fait, voilà, on arrive dans l'histoire. Les arbres ont déjà une place bien importante en fait dans l'histoire, et ils sont une nécessité pour tous les vaisseaux qui voyagent. Donc automatiquement, tout le monde, tous ceux qui voyagent doivent s'y accoler. Et donc il y a un certain respect. En plus, il y a des personnes bien spécifiques qui sont en charge de soigner et de réaliser les accolements en fait, pour chaque ce qu'on appelle des sauts en fait, quand ils passent dans un tunnel hyperspatial. Donc voilà, c'était un petit peu de créer en fin de compte un univers où les arbres ont une importance bien spécifique, et qui sont respectés. Ils respectent en plus les personnes qui les soignent et qui s'en occupent. Et j'introduis aussi voilà, quelques planètes où ces arbres-là en fait sont cultivés, et qui sont un petit peu des sanctuaires écologiques, on va dire, où voilà, les vaisseaux n'ont pas le droit d'atterrir. On utilise des ascenseurs en fait pour aller sur la planète. Donc voilà, c'était de créer tout un univers où la nature, sous l'aspect des arbres actuellement, en fait, a une importance primordiale et à préserver. Et donc voilà, toute l'histoire tourne autour de ça. Et après, effectivement, l'intrigue va construire quelque chose qui va amener encore plus loin ce lien en fait un peu spécifique avec les arbres. Mais après, bon, je vais spoiler l'histoire. Donc, Voilà, mais voilà, c'est ça, c'est de dire que bon, le premier tome s'appelle Le murmure des arbres. C'est qu'effectivement, les arbres vont avertir les humains sous forme un peu cryptée de messages avec des terminologies, voilà, de danger imminent, mais on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Il faut être capable d'interpréter ça. Voilà.
Comprendre les arbres, c'est pas toujours très simple. Donc pour répondre à la question de manière vraiment précise sur la forme, pas sur le fond, mais sur la forme. Alors déjà, en fait, moi, si on lit la première phrase du résumé, c'est « Dans un futur pas si lointain où l'humanité demeure passive face aux défis écologiques qui s'imposent à elle ». En fait, moi, j'ai voulu utiliser quelque chose que j'appellerais la normalité, où en fait, il y a une certaine forme de résignation qui passe à travers les dialogues des personnages, où ils acceptent en fait les changements climatiques et le fait qu'il y ait des gros problèmes écologiques, etc. Et il y a une forme d'apathie générale. Et le but, c'est de faire réagir le lecteur qui va lire ça, avec des personnages qui vont dire des choses comme une sorte de vérité générale. Par exemple, si je prends un exemple très précis, il y a un personnage qui va s'asseoir sur un banc en plein été. Il est incapable de rester sur le banc parce que le banc il est bouillant en fait il fait 40 degrés en plein été. Et puis il est surpris, il dit mais c'est trop chaud le banc. Et l'autre il lui dit bah tu t'attendais à quoi? On est à Paris, c'est l'été, voilà, les bancs, on peut pas s'asseoir dessus. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui devrait pas être normal. Et du coup, cet aspect, les personnages qui vont évoquer ça de manière normale alors que ça l'est pas, en fait, c'est censé, enfin, c'était mon intention en tout cas, quand on lit ça, de se dire, ah ouais, d'accord, la situation, elle en est là, et les gens ne réagissent pas. Et en fait, d'une certaine manière, c'est un petit peu ce qu'on fait en fait avec l'écologie. Il se passe plein de choses et on réagit pas parce que l'écologie, et les changements climatiques, c'est pas tangible en fait. On est en train de détruire la planète et visuellement, c'est difficile d'appréhender. Et en fait, on continue. Drill, baby, drill. On Comme continue. dirait un président Ouais, non, fraîchement mais réélu. fraîchement réélu, ouais. Bref, là, je vais pas m'exprimer là-dessus. Mais, C'est mais ouvert. c'est voilà, des procédés comme ça. Et moi, par exemple, j'aime bien faire des phrases assez élaborées alors qu'on n'est pas du tout en train de parler d'écologie. Et puis d'un coup, paf, il va y avoir un rappel écologique d'une manière un petit peu cynique où, par exemple, un personnage va fumer sa cigarette et il va recracher la fumée au-dessus de lui. Et ça va être écrit il recrache la fumée au-dessus de lui, comme ces centrales nucléaires que tous les dirigeants depuis ces dernières années s'étaient promis de fermer, etc. Sous-entendu qu'ils ne l'ont pas fait. Donc voilà, il y a un côté un peu cynique aussi, des fois, dans ma façon d'écrire les choses. Et à ce moment-là, dans ce genre de phrase, on sent l'auteur qui Tout intervient à un fait, petit ouais, peu. complètement. Ouais, Ouais, complètement. Et d'accord, ça sert aussi à ça, je pense, un livre malgré tout. Les personnages s'expriment, mais l'auteur s'exprime à travers ses personnages, hein, je pense. tout à fait. Merci. Euh, Camille, observez-vous une évolution dans la façon dont les auteurs de science-fiction traitent des questions environnementales ces dernières années? Quelle tendance pouvez-vous noter dans les manuscrits que vous recevez, bien évidemment? Alors, je ne vais pas me prétendre spécialiste de la science-fiction, hein, mais j'ai l'impression que avant, la science-fiction, elle allait plutôt aborder des questions de la technologie, notamment la crainte de l'IA ou des choses comme ça, ou de la technocratie, même de la dictature, enfin voilà. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on assiste quand même à une évolution les auteurs de science-fiction abordent plus la thématique de l'écologie, notamment on voit pas mal de récits post-apo où c'est pas, enfin, avant on avait du post-apo, mais qui était plutôt basé sur la crainte du nucléaire aussi, avec la guerre froide notamment. Et aujourd'hui, ça va être plutôt par rapport au dérèglement climatique. Alors, il y avait déjà des ouvrages de science-fiction qui parlaient d'écologie, mais je pense qu'en majorité, voilà, c'est mon avis, je pense que ça a tendance quand même à plus ressortir aujourd'hui. Enfin, moi, dans mes dernières lectures, j'ai lu Confluence de Sylvie Poulain, où la surface terrestre est complètement inhabitable parce qu'elle est dévastée par des tempêtes en permanence, et donc où l'humanité, enfin ce qu'il en reste, s'est retranchée dans des cités sous-marines. Donc tout le roman se passe sous l'eau. C'est un magnifique roman d'ailleurs, enfin en 2 tomes, qui donne beaucoup d'espoir aussi sur finalement sur la vie possible après, malgré le dérèglement climatique. Et actuellement, si je suis en train de lire là les flibustiers de la mer chimique. Donc là, on est complètement dedans aussi, hein. Comme le titre l'indique. Oui, et la couverture aussi. Ou pareil, monde post-apo. Mais là, les humains sont quand même encore en surface, mais la montée des eaux a fait qu'il y a plus beaucoup de terre.
que l'humanité a été dévastée, la mer elle est chimique, enfin, elle est très corrosive, que les animaux ont muté, enfin, c'est vraiment du post-apo, quoi. Mais donc oui, je pense qu'il y a un traitement plus marqué de ces thématiques-là. En plus, il y a quand même, je pense qu'on est toute une génération à être pas mal marquée par de l'éco-anxiété. Oui, j'allais le dire. Voilà. L'éco-anxiété monte un peu partout. C'est ça, voilà. Donc on a besoin, je pense qu'on a aussi besoin que les auteurs de science-fiction nous donnent l'espoir d'un monde possible malgré le dérèglement climatique. Si on n'arrive pas à l'endiguer, comment réinventer en fait l'humanité, quoi. Est-ce que c'est pas un peu un danger quelque part de dire, ben voilà, il y a ce dérèglement climatique et ces catastrophes qui vont arriver, mais ne perdez pas espoir, on va s'adapter, etc. Est-ce que ça n'empêche pas justement les gens de se dire, bah il faut lutter contre ce dérèglement climatique? Il faut quand même lutter contre, hein, parce que dans les 2 exemples que j'ai cités, l'humanité, les 3 quarts a quand même disparu, hein. Donc si on a du bol, on survit. Mais bon. On a toujours tendance à se dire qu'on va faire Les partie des chanceux. Voilà, mais les statistiques sont quand même pas de notre côté, quoi. Voilà. Après, côté éditeur, on a aussi une évolution, hein, qui se fait, notamment, oui, je tiens à en parler, de l'empreinte carbone de l'édition. D'accord. Et avec, par exemple, des éditeurs qui optent pour l'impression à la demande, où on fait aussi plus attention au lieu d'impression des livres. On est quand même pas mal d'éditeurs à essayer d'imprimer en France, si possible, pour réduire notre bilan carbone. Mais bon, je développerai ça Oui. après. Promis. J'ai compris, je Promis. vais attendre la fin. Bien. Alors, nous allons revenir à nos auteurs. Richard et Paul, dans vos ouvrages, optez-vous généralement pour un point de vue optimiste ou pessimiste concernant la capacité de l'humanité à résoudre les différents problèmes écologiques qui la menacent? Pourriez-vous nous expliquer justement pourquoi choisir telle ou telle orientation en fait, entre les deux? Ok. Bon, moi, personnellement, je suis plutôt pessimiste, déjà par mes convictions personnelles, mais du coup, ça transparaît beaucoup dans mes romans, hein. C'est une trilogie, donc ça transparaît pas beaucoup dans le premier tome. Et encore, il y a une certaine dose d'éco-anxiété, hein, dont on parlait. Mais par la suite, ça va virer au post-apocalyptique aussi, donc c'est qu'il se passe quelque chose de quand même grave. Mais déjà, moi, je pense que l'aspect pessimiste des choses se prête bien aussi à tout ce qui est roman, film, etc. Parce que d'une certaine manière, on veut aussi éprouver nos personnages, on veut les mettre en difficulté, on veut des péripéties, etc. Donc je pense qu'il y a plus de dystopie que d'utopie maintenant. Après, il y a des gens qui veulent lire de l'utopie, mais d'avoir cet aspect pessimiste des choses, ça va favoriser les péripéties, les problèmes que vont rencontrer les personnages, etc. Donc je pense que ça s'y prête plus pour écrire un roman. Mais en fait, moi, ma conviction personnelle, c'est que on n'est pas capable, nous, de régler le problème climatique. En fait, mais c'est mon avis, hein, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Je pense que tant qu'on n'a pas une contrainte, on ne le fera pas, en fait. Et la contrainte, elle peut être de plusieurs sortes. Mais par exemple, si on pose la question, est-ce que vous êtes pour l'écologie ou pas? Évidemment, tout le monde va répondre, bah oui, je suis pour l'écologie. Mais Certains Américains. oui, c'est vrai, mais je parle en France, je pense que globalement, on est quand même conscient un peu du problème écologique, enfin, j'espère en tout cas. Mais si on vous dit là maintenant, du jour au lendemain, ok, là maintenant, on réduit tous notre niveau de confort de vie, on arrête tous d'utiliser tant de litres d'eau, on a le droit à un seau par jour, bah, est-ce qu'on est vraiment prêt à le faire? Moi, je suis pas convaincu. Et je dis ça alors que voilà, je fais partie aussi, peut-être que je consomme trop d'eau, peut-être que je consomme trop d'essence, certainement. Mais en fait, je pense qu'il faudrait une contrainte pour qu'on se dise, bah ok, là on le fait parce qu'on n'a pas le choix. C'est sous la contrainte, je pense qu'on arrivera, et parce que comme je disais tout à l'heure, c'est pas palpable en fait. Et tant qu'on se rend pas compte du mal qu'on fait, c'est compliqué d'arrêter en fait. Parce qu'on a l'impression que on peut rejeter la faute sur les autres. On peut se dire, mais oui, mais moi, si j'arrête de manger de la viande ou si j'arrête de gaspiller du plastique, ça va rien changer. Et en fait, c'est facile de se dire ça, quoi. Et, voilà. Je pense que chacun a son travail à faire. Mais moi, je suis très, très pessimiste, hein. Après, je répète, c'est mon avis. Et c'est donc le cheminement des personnages de votre livre. Oui, alors eux, bah voilà, ce qui arrive, c'est clairement une contrainte. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas y faire grand-chose et le monde va basculer
voilà, une apocalypse en fait. Et cette contrainte, elle est liée à l'écologie. C'est quelque chose qui dit aux humains stop en fait. Donc j'ai pas envie de spoiler ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui dit aux humains maintenant on arrête. Voilà. D'accord, Voilà. merci. Alors, moi, je suis pas du tout dans la prospective, dans le space opéra, puisque en fait, voilà, je pars d'un univers qui est très lointain du nôtre. Donc, l'histoire fait écho, effectivement, peut faire écho à des situations actuelles, en fait, mais de manière très, très diffuse dans l'histoire. Bon, des fois, ça peut se révéler, au fil de l'histoire, ça peut se révéler de manière assez forte, cet écho, mais voilà, donc il n'y a pas d'approche. L'approche est nuancée, on va dire, D'accord. par rapport au rapport de l'humanité à la nature et aux arbres, et comme je le disais, au message qu'envoient les arbres, où dans les tomes, dans les premiers tomes, en tout cas, on ne sait pas si les arbres, quand ils parlent de danger, est-ce que c'est le danger d'un conflit entre les humains, ou est-ce que c'est autre chose? On n'en sait rien pour l'instant. Il y a peut-être une approche plus affective, en fait, plus basée sur la proximité à la nature que vraiment dire attendez, il y a un danger écologique, etc. Oui, oui, et puis dans mes romans, il y a aussi le côté spirituel qui intervient de manière assez importante aussi. Et voilà, il y a un mélange de tout ça, et les arbres et les accolements avec ces arbres, les liens qui sont noués avec les arbres, en fait, entre autres par ceux qui les soignent, prend une importance évidente, en fait, et peut nous rappeler effectivement les liens avec la nature de l'humanité, en fait. D'accord, merci. Camille, donc selon vous, les maisons d'édition spécialisées dans l'imaginaire ont-elles un rôle à jouer dans la sensibilisation du public aux enjeux écologiques? Et si oui, comment est-ce que vous pensez que ces maisons pourraient encourager ce type de réflexion? Je pense que c'est un peu le rôle de la littérature en général, en fait, de faire réfléchir au monde qui nous entoure, quoi. Donc oui, aujourd'hui, ouais, les littératures de l'imaginaire ont leur rôle à jouer. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur par exemple, les récits de post-apo. Alors non seulement ça peut donner de l'espoir, mais c'est vrai que c'est c'est aussi un avertissement. Enfin, je pense que quand les auteurs de science-fiction écrivaient sur l'intelligence artificielle ou les dérives d'une société complètement surveillée, informatisée, enfin, etc., ce sont des mises en garde. C'est aussi dire attention, ça peut aller vers ça. Ça peut, mais c'est pas une obligation. Et je pense que le rôle des récits post-apo, c'est pas que de dire bon, un monde vivre avec le dérèglement climatique, c'est possible, mais c'est aussi de dire attention, si on continue comme ça, c'est vers ça qu'on se dirige. Est-ce que c'est dans ce monde-là qu'on a envie de vivre? Ben, Oui. enfin, moi perso pas trop. Voilà. Je crois que c'est partagé. Ouais. Voilà, donc la littérature, elle a aussi la force, la puissance de demander au lecteur, comment dire, lui faire poser un regard différent aussi sur la nature, sur notre rapport à la nature, au vivant, et est-ce que on a envie d'être la génération qui va tout détruire et enfin, je sais pas, voilà, en tout cas, ça demande, enfin, ça pousse à la réflexion, je pense, et c'est vraiment important dans l'imaginaire aujourd'hui. Après, c'est quelque chose que la fantasy aussi fait depuis longtemps. Voilà, je m'éloigne un peu de la science-fiction, mais dans l'imaginaire, en tout cas, la fantasy, moi, je l'ai toujours ressenti comme ça, puisque c'est quand même, on se replonge souvent dans une époque plus archaïque, où le rapport à la nature est important. On peut avoir des peuples comme les elfes qui vont être vraiment proches, enfin vivre en symbiose avec la nature. D'autres, beaucoup moins. Enfin voilà, on a toujours eu un peu cette thématique qui transparaissait dans la fantasy, et puis bon, le rapport à la forêt. Enfin, moi, c'est aussi quelque chose qui m'a toujours émerveillé dans ces récits-là. C'est aussi le côté vie sauvage, enfin voilà, de découverte, d'exploration, Faire des câlins aux arbres.
Alors, je pensais pas faire des câlins aux arbres, mais plutôt d'avoir encore des espaces sauvages. Et des fois, ça me fait un peu peur aujourd'hui de me dire que je vis dans un monde où il n'y a pas un endroit où l'homme ne soit allé, quoi. Enfin, ou si on voulait aller vivre en ermite au fond d'une forêt, ben, on est un petit peu limité quand même en choix, quoi. Oui. Mais en même temps, donc oui, donc la littérature de l'imaginaire a son rôle à jouer, mais je sais pas si elle peut vraiment changer les choses, dans le sens où je pense que le public de l'imaginaire est déjà un public sensibilisé à ces questions-là. Et je pense que, enfin moi, quand je vends écologie et folie technologique, clairement, je le vends à un public qui est sensible à l'écologie. Donc je pense pas les faire changer drastiquement de façon de penser ou de conviction, puisque ils sont déjà convaincus en fait. Ouais. C'est ce qui les attire dans ce type d'ouvrage, quoi. Donc Vous ne faites pas de sélection vraiment précise en vous disant bon bah voilà, je vais faire une collection aux petits oignons pour que tout le monde devienne de fervents écologistes, quoi. non, je pense que Ouais. c'est pas. Alors la littérature y contribue, mais je pense qu'il faut déjà être ouvert à ces questions-là pour que ça. Je suis pas sûre que si Trump il lisait mes livres, je pense pas que ça changerait grand-chose à son avis sur Je le. pense qu'il ne les lirait pas. Voilà, déjà. Non, je pense que ça passe plus après par l'éducation et sur. Enfin, je vois que mes enfants, par exemple, qui sont encore petits, le fait qu'à l'école, ils les sensibilisent à ces questions-là, ça a beaucoup plus d'impact. Je pense Oui. que c'est plus dur de faire ouvrir les yeux à un adulte, en fait. Mais Mm. j'ai peur que pour les enfants, ce soit un peu trop tard. Mais bref, je suis pas très optimiste non D'accord. plus. Dernière question. Dans un article du Monde diplomatique du mois dernier, intitulé Le livre marchandise, un danger écologique, la journaliste Claire Lecoeuvre nous apprend que les diverses lois passées en 2015, 2020 et 2023 pour la transition énergétique et pour l'économie circulaire ne s'appliquent pas aux livres. Cela signifie que les éditeurs ne payent pas d'éco-contribution et que les livres ne sont pas triés par les collectivités. Le volume jeté n'est pas non plus mesuré, ce qui rend impossible une quantification réelle. Elle nous rapporte également les propos de M. Pascal Lenoir, président de la commission environnement et fabrication du syndicat national de l'édition. Le livre s'achète, se transmet, on le revend d'occasion, il ne se jette pas. Et si d'aventure il est trop usé pour être encore lu et qu'il doit être jeté, il y a la poubelle pour cela. Que vous inspirent ces propos et cette situation? C'est bon, là, je peux y aller. Allez-y. Non, déjà, ça renvoie aussi à une réalité dans l'édition, c'est qu'il y a énormément de gâchis de livres. Il faut savoir qu'un livre les livres qui ne sont pas vendus, souvent, ils partent au pilon. Le pilon, c'est juste la poubelle, quoi. Voilà. Donc, ils sont détruits par le distributeur parce qu'ils n'ont pas été vendus et l'éditeur n'a pas la place pour les stocker. Donc, au lieu de les récupérer, il les détruit, tout simplement. Alors ça, c'est vraiment le système, on va dire, classique de la chaîne du livre. Mais encore une fois, c'est pas une fatalité et les choses changent parce que justement, les éditeurs sont sensibles aussi à ces questions d'écologie. Donc, par exemple, moi chez Oniri, j'ai pas de diffuseur distributeur, donc les livres, c'est moi qui les stocke. Quand je fais mon tirage, pars du principe que je vais tout vendre. Je me dis pas j'en imprime 5000 pour en vendre 1000. Parce qu'en fait, c'est un peu comme ça que ça marche dans l'édition classique. On se dit, si mon objectif c'est d'en vendre 1000, ils vont pas en imprimer 5000, mais ils vont en imprimer 2000, quoi. Donc ils savent à l'avance qu'ils vont en mettre 1000 à la poubelle. Ce qui est fou et ce qui me semble un peu aberrant. Mais moi, je me dis, si j'imprime 500 livres ou 1000 livres, mon but, c'est de vendre 500 livres ou 1000 livres. Et quand je vois les tableaux de prévisionnel, justement, qui sont des outils qu'on utilise dans l'édition, il y a cette idée de vente dans les 2 ans, tant de livres, 50% du tirage, machin. Mais moi, mon objectif, c'est de tout vendre. Enfin, j'imprime pas 500 livres pour mettre la moitié à la poubelle. Donc il y a du côté des petits éditeurs, ça change pas mal. Je pense qu'on est assez économe en tirage parce que aussi imprimer des gros tirages, ça coûte de l'argent.
Mais le prix est dégressif, plus on en imprime et moins ça nous coûte cher à l'unité, dans le coût de revient. Mais bon, si on vend que la moitié du tirage, ça n'a aucun intérêt. Enfin bref, tout ça sont des calculs en fait purement économiques, quoi, et voilà, financiers. Il y a aussi, donc j'en parlais tout à l'heure, des éditeurs qui optent pour l'impression à la demande. Donc là, ça permet vraiment, la personne, enfin le client commande un livre, il est imprimé pour ce client-là et expédié. Bon, quand on veut faire des salons, quand on est imprimeur, enfin éditeur qui fonctionne avec l'impression à la demande, quand on veut faire des salons, on imprime un petit stock pour les salons, quoi. Voilà. Il y a quand même un petit stock, mais ça reste minime. Alors voilà, il y a ce problème de gâchis, mais et aussi qui est lié aussi à la surproduction. Je ne sais pas si vous, enfin, je pense que la plupart des gens se rendent pas compte, mais que les libraires au mois de septembre, ils deviennent fous parce qu'il y a énormément de nouveautés à la rentrée littéraire qui paraissent et ils savent plus où les mettre. De toute façon, ils peuvent pas tout exposer, ils peuvent pas tout choisir. Donc forcément, il y a des livres qui sont mis en avant, qui vont être vendus, d'autres non. Et je pense qu'il faut arrêter en fait dans l'édition de surproduire, quoi. Enfin, il y a encore 10, 15, 20 ans, il y avait moins d'éditeurs aussi, donc il y avait moins de production. Aujourd'hui, les maisons d'édition, elles font des paris. C'est-à-dire elles se disent, je vais publier 30 titres dans l'année, et je croise les doigts pour qu'il y en ait un qui marche et qui paye tous les autres. Donc dans la même maison d'édition, on peut avoir un auteur qui va vendre des centaines de milliers de livres, et à côté, un auteur qui va vendre 500 livres, quoi. Et donc chez Gallimard, par exemple, quand on est auteur, ça ne veut pas dire qu'on va vendre des milliers de livres. C'est juste, peut-être que ça va marcher, mais voilà, c'est vraiment du pari, quoi. Et pareil, moi je publie très très peu chez Oniri. Bon, déjà parce que financièrement, je ne pourrais pas publier beaucoup, ni humainement, puisque je suis toute seule, mais aussi parce que je trouve important de porter les livres sur le long terme. Quand j'imprime un livre, l'idée c'est c'est pas qu'ils vivent 3 mois, c'est vraiment qu'ils se vendent sur plusieurs années, quoi. Je sais plus où je voulais en venir avec ça, mais oui, ouais, et il y a aussi un point dont je voulais parler, c'est qu'on a beaucoup, souvent on fait porter la culpabilité aussi sur les maisons d'édition de l'impact écologique du livre, au niveau du choix des papiers, de l'impression. Moi, ça me hérisse un petit peu quand les gens me disent ouais, mais je préfère lire en numérique parce qu'un livre papier, c'est ce sont des arbres coupés. Ouais, d'accord. Mais bon, un livre, c'est quand même de la culture qui circule. Le numérique, c'est pas forcément plus écologique. J'avais. Comment? Non, voilà, il faut fabriquer la tablette. Souvent, les gens ont plein de livres dessus, mais en fait, n'en lisent pas plus que s'ils les achetaient en papier. Et il y a la question du recyclage de la tablette. Enfin bref, un livre, c'est compostable. Et surtout, quand on regarde bien les questions justement de, des forêts, de la déforestation, c'est pas c'est pas les romans, c'est pas les livres qui sont responsables de la déforestation, ça va être l'agriculture, les meubles Ikea. Ikea est vraiment responsable d'une grosse partie de la déforestation en Europe, et on l'a vu aussi pendant le confinement, notamment le Covid, les cartons, tout ce qui est vente par correspondance, voilà, les cartons Amazon ou autres d'ailleurs, hein. Mais avec l'explosion de la vente par correspondance, on a eu, voilà, l'impact écologique des cartons, de la fabrication des cartons, est bien plus importante que celle des livres. Et donc, ouais, il faudrait faire moins de livres pour épargner nos forêts. Ouais, les livres, c'est aussi important, la littérature, c'est important, la culture, c'est important. Des cartons Amazon ou des meubles Ikea, c'est peut-être un peu moins important, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Désolé, je dois squatter le micro. Paul et Richard, vous voulez réagir à cette question?
Merci. Déjà, merci pour ces explications parce que c'est vrai que ça peut être assez méconnu le fonctionnement un petit peu des impressions, etc. Et en fait, ce que tu as évoqué à la fin, moi, j'allais en parler. C'est vrai que la filière du papier, en fait, c'est quelque chose qui est quand même relativement bien géré en France et la pollution du livre. Alors, certes, il y a du gaspillage de papier. Déjà, le papier est très très recyclable. Effectivement, ça va faire du gaspillage d'énergie, d'encre, etc. Sûrement, mais c'est un curseur qui en fait est relativement faible par rapport à d'autres types de pollution. Et, euh, et c'est pour ça, en fait, moi je suis professeur et donc ça arrive que j'ai des élèves qui n'aient pas de feuilles et ils disent oui, mais les feuilles, les arbres, non, non, c'est pas valable en fait comme excuse. Et, et donc tu as parlé de ça, moi je voulais, j'allais y venir en fait, de dire que effectivement le papier c'est quelque chose qui est bien géré quand même. Et donc effectivement, moi je me suis déjà posé la question aussi. Je sais que ma maison d'édition elle publie beaucoup de monde, beaucoup de livres, et certainement beaucoup sont envoyés au pilon. Et au bout d'un moment, on se pose même la question de sa responsabilité là-dedans. Moi j'en viens à me dire, si j'avais pas écrit mon livre, il n'y en aurait pas eu 500 ou tant d'exemplaires, et tous n'ont pas été vendus. Certainement que certains sont allés au pilon. En fait, c'est assez opaque, au final on ne sait pas trop. Mais si un livre qui va parler d'écologie, et moi je le répète, mon livre, l'écologie, c'est pas le sujet, c'est une trame de fond. Si un livre circule un petit peu et transmet des idées, véhicule des idées sur l'écologie, bah, peut-être qu'il va gaspiller du papier, de l'énergie, mais est-ce que tout compte fait, en fait, c'est pas préférable de véhiculer des idées, d'éduquer les gens, et que après ces gens-là aient les bonnes attitudes, les bons réflexes. Alors je suis pas en train de dire qu'en lisant un livre, d'un coup, on va changer du tout au tout et devenir écolo, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense que, comme tu disais, de faire passer la culture, c'est plus important, je pense, d'éduquer les gens. Ouais. Vous êtes quand même un peu optimiste alors. Oui, je suis optimiste, mais je sais pas. En fait, Optimiste habitant. j'essaie d'être réaliste en me disant que, en fait, je suis optimiste dans le sens où je comprends que les gens puissent faire des efforts et qu'on puisse avoir une prise de conscience. Et je suis pessimiste dans le sens où ça va rester très très marginal à l'échelle mondiale, en fait. Quand on voit tout ce qui est fait, la démesure, la surconsommation, etc., bah, je suis optimiste dans notre capacité localement à réduire, à essayer de faire attention, à trier, etc. Mais je suis quand même pessimiste à l'échelle mondiale, en fait. Voilà. D'accord. Richard, Oui, et en plus de ça, sur le retard qu'on a pris, et surtout sur la latence, en fait. La latence qu'on a, ça va faire 20, 30 ans qu'on parle d'écologie, et même bien avant, et on entend quand même des gens qui sont au gouvernement dire qui aurait pu prédire des choses comme ça. Là, je ne veux pas rentrer dans la politique, hein, c'est pas du tout, mais c'est effarant d'entendre des choses comme ça. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et- Richard, vous voulez réagir? C'est pas Euh, une obligation, hein. Par rapport, oui, à l'industrie du livre, oui. Oui, bah après, il y a des évidences. Effectivement, on voit bien qu'il y a des maisons d'édition qui font imprimer des centaines de milliers d'exemplaires, et que effectivement, peut-être que ça pourrait être raisonné un peu plus et échelonné sur la production, justement en fonction des ventes. Mais effectivement, on est malheureusement dans une critique qu'on peut faire de la société de consommation, c'est cette nécessité de vouloir vendre un livre dans les 2 semaines de sa sortie, et puis qu'après, bah, quelque part, il est oublié et il y en a un autre qui arrive derrière. Voilà, on n'est plus sur un temps moyen ou long, on est vraiment sur du temps très court pour tout ça. Donc je rejoins un petit peu ce que tu disais, c'est par rapport à faire vivre un livre au-delà du mois de sa sortie, quoi. Oui, C'est en ça où on peut peut-être agir de manière beaucoup plus raisonnée et raisonnable, quoi. d'accord. Merci. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions. S'il y a des questions dans le public, oui. Alors, j'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure de la spiritualité. Dans votre livre, vous abordez, outre l'écologie, la spiritualité. Sous quelle forme, comment vous l'abordez et sous quelle forme, notamment par rapport aux arbres? Alors, dans mon histoire, en fait, bah, comme il y a, par exemple, la nécessité pour un vaisseau qui veut voyager d'étoile en étoile d'avoir au minimum un arbre et une personne qui s'occupe de l'arbre, il y a en fait une genre d'organisme spirituel qui s'appelle l'Ecclésia et qui oblige chaque vaisseau qui voyage justement à avoir un guide spirituel.
Donc c'est une genre de religion, on va dire, et où en fait l'entité qui est vénérée s'appelle le nombre ou la multitude en fait. Voilà, ils utilisent les deux termes pour faire ça, et donc il y a une certaine obligation de spiritualité à bord des vaisseaux qui est menée par le guide spirituel. Donc toute cette organisation de l'Ecclésia en fait, au fil de l'histoire, on va se rendre compte des liens un petit peu qu'il peut y avoir entre cette spiritualité voulue, on va dire, par l'Ecclésia et ce qui se passe avec les arbres. Et voilà, on aura des questionnements et des réponses au fil de l'histoire, en fait, par rapport justement au nombre, à la multitude et au lien qu'il y a avec les arbres, en fait. Merci Richard. Une autre question peut-être? Oui. J'ai un constat, il y a énormément de dystopies en fait qui ont été. Je me lève pour que vous puissiez me voir. Globalement, il y a une surproduction à mes yeux de dystopies et ma génération a été complètement bercée par les récits post-apocalyptiques. D'ailleurs, il y a tout un chapitre sur ce sujet-là dans le livre de Salomé Saké, Sois jeune et tais-toi, et sur les conséquences psychologiques que ça a pu avoir sur ma génération. Et donc, désespoir, résignation, voilà, globalement. Et moi, je me demande si, justement, on n'a pas tendance à sous-estimer le pouvoir de l'utopie. J'entendais là que vous faisiez une sorte de... J'ai l'impression que c'était une sorte de mauvaise interprétation de l'utopie, dans le sens où vous parliez énormément d'optimisme. C'est pas du tout la même chose. L'utopie, au sens... son étymologie, c'est ce qui n'a encore jamais été produit, ce qui n'a encore jamais été fait. Donc, quand vous demandiez justement le fait de faire des récits qui nous montrent comment est-ce qu'on peut vivre bien malgré l'effondrement climatique, ça n'a pas pour conséquence justement de démobiliser les gens. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, ça redonne énormément de pouvoir aux gens, en fait, de pouvoir d'action. Et donc moi, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, concrètement, après ce que je viens de vous dire. Merci beaucoup pour votre question. Donc je vais commencer à répondre parce que moi j'ai parlé beaucoup de dystopie et puis c'est un genre que j'affectionne aussi, hein. Moi j'ai écrit des romans sur les thèmes qui me plaisaient, donc dystopie, post-apocalyptique, etc. Et en fait, comment dire ça? On a tous, je trouve, qu'on l'avoue ou non, une fascination pour les choses. Pour les choses qui se passent mal pour les gens. Je sais pas comment dire, mais en fait, quand on regarde des films d'action, on regarde des films où il y a de la guerre, on regarde des films où il se passe des choses mauvaises, des maladies, des virus, des choses comme ça. Alors, c'est pas tout le temps vrai, hein. Il y a aussi des films beaucoup plus légers, mais de manière générale, quand il se passe pas de choses, on va avoir tendance à s'ennuyer. Et en fait, je trouve que, et c'est peut-être pessimiste, hein, mais je trouve que l'humain est un peu comme ça, de vouloir qu'il se passe des choses mal. Et donc, la, la dystopie, on va toujours essayer de chercher comment ça pourrait mal se passer et on va beaucoup insister là-dessus. Après, effectivement, les utopies, c'est quelque chose de très intéressant aussi, d'essayer d'imaginer les choses, comment elles pourraient aller dans le bon sens. Et tout ne se passe pas mal, en fait, d'un point de vue écologie. Quand on y pense, il y a eu un gros problème pendant un moment, c'était la couche d'ozone. On a pris conscience du problème très rapidement, scientifiquement, etc. Et en quelques dizaines d'années, on a réussi à régler totalement ou quasiment le problème de la couche d'ozone. Parce qu'on a pris conscience du problème et on a trouvé des solutions pour y remédier. Et donc, d'une certaine manière, on est arrivé à résoudre un gros problème. Et là, le monde en 2024, si on n'avait pas du tout réglé le problème de la couche d'ozone, c'est difficile d'imaginer comment ça se passerait maintenant. Donc, en fait, on peut être optimiste aussi et on peut imaginer facilement des mondes où on trouve une solution au changement climatique, où on trouve une solution à la pollution du plastique, etc. Et moi, je demande que ça, qu'on puisse trouver des solutions. Il y a des gens qui pensent qu'un jour ou l'autre, il y a des gens qui vont trouver une solution au problème du plastique. Il y a des gens qui pensent qu'on va trouver une solution au problème des hausses de température, de la hausse du niveau de la mer, etc. Moi, je suis un peu plus pessimiste là-dessus, mais c'est vrai que
En fait, il faut quand même envisager que les choses puissent évoluer dans le bon sens. Je ne sais pas trop si je réponds à la question ou pas, peut-être pas. Oui. Pardon. Non, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt... Enfin, je veux dire, moi, l'optimisme, je suis pas optimiste non plus. Et je pense que c'est pas intéressant d'être optimiste. Enfin, je veux dire, faut être réaliste. Euh, et l'utopie, justement, on a tendance à la confondre avec la frontière entre l'optimisme et l'utopie me paraît floue dans la pensée commune, alors qu'elle l'est pas. Je veux dire, on peut être réaliste et utopique. Et d'ailleurs, Becky Chambers en fait a fait un très bon travail de ce point de vue-là, ou Behram, je ne sais plus comment elle s'appelle son prénom, mais cette autrice qui a fait Le premier jour de paix. Donc, c'est... Non, ça ne répond pas à ma question dans le sens où, encore une fois, on propose une alternative qui est soit irréaliste, soit réaliste mais dystopique. Et moi, là, je me demande, est-ce que justement, il n'y a pas tout un travail à poursuivre, puisque Becky Chambers le fait déjà et que d'autres auteurs de Solarpunk, par exemple, le font, euh, un travail à poursuivre autour de justement de ces questions. Comment est-ce qu'on fait pour vivre dans un monde qui sera tel qu'il sera, puisque le GIEC en parle très bien dans ses études. Je veux dire, c'est inévitable, on le sait maintenant. Mais, comment, vous, en tant qu'artiste, prendre ce sujet-là je m'exprime mal, pardon. C'est Non, mais c'est vrai que, ma je question sais se pas, peut-être part. que quelqu'un veut prendre la parole aussi sur ça. Mais c'est vrai que tout à fait, c'est une oui, question qui est très intéressante. Mais en fait, tout est à écrire. C'est-à-dire qu'il y a on peut imaginer. En fait, je trouve que c'est une facilité d'imaginer comment les choses peuvent mal tourner. Mais on peut. Et ça reste à écrire. Il faut qu'il y ait des auteurs qui s'intéressent à une approche la plus réaliste possible et d'imaginer le monde comment il sera dans une quinzaine d'années. Et moi, je pense de manière réaliste que dans une quinzaine d'années, ça ira pas. Et donc, c'est pour ça que j'écris ça comme ça. Mais ouais, c'est pas facile. C'est pas facile de répondre à la question non plus, en l'occurrence. Mm. Ouais, juste pour poursuivre ce que Noura vient de dire, je pense que, bon, moi je suis pas non plus un spécialiste de la science-fiction et plutôt de l'écologie, mais pas de la science-fiction. Et je pense que la question qu'elle veut poser, c'est la question tout simplement politique. C'est-à-dire comment on peut imaginer une apocalypse telle qu'elle soit, au-delà même des utopies, sans reposer la question politique. Et s'il n'y a pas la question politique, pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est juste, comment dire, une fantaisie de l'interprétation. Merci. Oui, je sais pas si c'était une Est-ce question que quelqu'un vraiment. voudrait... Oui, mais moi je fais partie des gens qui pensent que en fait on peut avoir la meilleure volonté qu'on veut, les intérêts financiers d'un certain nombre de personnes empêchent totalement les innovations en termes d'écologie, des choses comme ça. Je pense qu'en fait il y a alors ça va faire très complotiste ce que je dis, je le suis pas, hein, mais c'est une évidence qu'il y a des gros intérêts financiers et qu'il y a des gens qui vont se retrouver au gouvernement et qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le champ libre en termes d'action écologique, etc. Et donc nous, on peut faire autant d'efforts qu'on veut. Ces intérêts financiers, ils bloquent un peu l'amélioration de ce qu'on fait en fait en termes d'écologie. Enfin, c'est mon point de vue une fois de plus, hein. Et pour recentrer le débat sur la science-fiction, enfin sur la littérature du moins, quelles seraient les solutions à ce moment-là en science-fiction et en littérature? Je ne sais pas si c'était la question, mais du coup, imaginer un roman, enfin de la science-fiction, donc post-apo, mais où finalement on aurait un gouvernement utopique un pouvoir politique qui soit séparé peut-être du pouvoir financier,
Parce qu'aujourd'hui, quand on voit Trump, Trump, c'est un milliardaire, c'est un financier, c'est pas du tout, c'est un entrepreneur, c'est pas un politicien, quoi. C'est pas un homme politique, il est là pour faire ses affaires, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas, il n'a pas l'intérêt général en ligne de mire, quoi. Donc oui, peut-être qu'on pourrait imaginer un monde post-apo, mais où avec un gouvernement du coup plus utopique qui cherche à améliorer les choses, mais où finalement l'adversité elle se trouve pas au niveau sociétal ou gouvernemental, mais au niveau tout simplement de l'environnement et comment lutter ensemble. Enfin, je sais pas si c'est ça que vous imaginiez en pensant une utopie, mais réaliste, quoi. Il reste une dernière question et après on va devoir arrêter. Après, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué, je pense, l'écologie aussi, parce que effectivement, il y a les rapports du GIEC qui sont sortis, mais je veux dire, scientifiquement, il y a aussi énormément de questionnements sur on fait comment pour changer les choses. Est-ce que, je peux vous parler du nucléaire tout à l'heure. Je veux dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? L'Allemagne, ils ont un avis, la France a un autre avis. Je veux dire, quelque part aussi, c'est affirmer des croyances quelque part, j'ai envie de dire, sur ce qui peut être. Mais moi qui ai travaillé, en tout cas qui s'apprêtait à travailler dans l'industrie, dans l'ingénierie et compagnie, il y a un truc qui m'est arrivé quand on a fait des projets, quand on a construit des choses et tout. On n'est jamais parti du principe du je construis un truc mais je sais que ça va pas fonctionner donc tant pis. Non, même quand c'était des bouts de ficelle, des bouts de chewing-gum qui tenaient mon truc, j'étais là, je me disais, ça va fonctionner, je le sais. Et quelque part, j'ai envie de dire, il n'y a jamais personne qui a jamais rien fait en partant du principe que ça allait pas fonctionner. Et je pense que l'optimisme, il est surtout là, en fait, c'est de se dire, même si au fond de soi, on est en mode, il y a quand même très peu de chances que ça fonctionne, il y a toujours une partie de nous qui se dit, ouais, allez, vas-y, c'est bon, ça va le faire et tout. Et je pense que même vous, qui écrivez des livres ou qui faites une maison d'édition, un moment ou un autre, même si vous êtes réaliste, vous êtes toujours ce petit truc de se dire, ça va fonctionner, et c'est ce qui nous fait vivre. Enfin, je veux dire, je pense que c'est l'espoir, c'est, voilà, je pense à Blade Runner aussi en temps de dystopie, mais qui quand même a une fin qui est absolument magnifique, qui nous fait espérer et à sortir de cette dystopie. Et je pense que ce qui pourrait être intéressant, ça serait aussi de se dire, on part d'une dystopie pour finalement l'adversité, aller vers une utopie, se dire on trouve des moyens de résoudre des choses et en fait de faire avancer. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il y a des romans qui existent là-dessus, mais c'est peut-être un point à résoudre aussi, enfin, je dirais à explorer pour des romans ou pour des histoires en tout cas. Alors, très rapidement, hein. Pour aller dans votre sens, Pierre Rabhi parlait de l'histoire du petit colibri. C'est-à-dire que si chacun fait sa part, on avancera. Voilà, en gros. Donc, c'est ça l'optimisme. Merci pour ces paroles optimistes qui termineront cette table ronde. Merci à tous et à toutes. Et ne manquez pas les prochaines tables rondes. Et bon Finistère. Oui. Juste une dernière chose, si jamais il y en a qui veulent discuter avec moi ou autour du roman, n'hésitez pas à venir me voir dans les 10-15 prochaines minutes parce que moi après je vais partir comme j'ai beaucoup de route. Voilà, c'est tout. 7 heures de route. 7 heures de route précisément, ouais. Au moins. Ouais. Merci. Merci à tous.